La Fronde, cette révolte qui tire son nom du jeu de lance-pierre des enfants parisiens, représente la plus grande catastrophe politique de la France au XVIIe siècle. À première vue, elle apparaît comme un chaos d'intrigues, un enchevêtrement de luttes intestines et d'ambitions personnelles. Mais cette période se caractérise par une extraordinaire libération de la parole, notamment à travers les mazarinades. Ces milliers de libelles, placards, pamphlets, attaquant principalement le cardinal Mazarin. Bien que ces écrits ne constituent pas de véritables textes d'opinion, mais plutôt des outils de propagande, ils témoignent de l'effervescence politique de l'époque et nous apportent un éclairage sur la façon dont la France a une nouvelle fois sombré dans la guerre civile. À la conquête de l'histoire. Pour comprendre la Fronde, il faut saisir l'organisation socio-politique du royaume dans les années 1635-1645. Les grands, héritiers des feudataires, occupent alors une place prépondérante. Ces personnages illustres, gouverneurs de province et grands officiers de la couronne, disposent d'immenses ressources et d'une partie de la puissance publique. À la mort de Louis XIII, ils se partagent l'administration du royaume, chacun possédant sa province comme un vice-roi. La société s'organise en réseau de clientèle, structure fondamentale du XVIIe siècle. Ces systèmes relient trois types d'acteurs: le patron, qui protège et favorise, le client, qui sert avec loyauté, et le courtier, qui joue un rôle d'intermédiaire. Le patron est l'homme qui aide son client, au besoin l'habille, le nourrit, l'héberge, lui procure un emploi, lui prête ou lui donne de l'argent pour acheter une charge, le pousse dans son ascension sociale et le défend contre ses adversaires. En échange de la protection et des bienfaits reçus, le client doit servir son patron avec docilité et loyauté, l'aider à atteindre son but, par exemple en lui fournissant des informations, en le servant par la plume ou par l'épée. Le courtier est un sous-patron, qui met au service d'un patron plus puissant sa propre clientèle, locale ou régionale, ou encore un client qui se sert de sa bonne connaissance du terrain, de ses relations, de ses attaches auprès d'une communauté ou d'une corporation. Par définition, c'est un intermédiaire dont l'intervention s'avère souvent indispensable compte tenu des distances. Ces chaînes d'influence constitue la clé pour comprendre le fonctionnement du pouvoir dans un État encore incomplètement institutionnalisé. Ces relations, qui unissent la petite gentilhommerie à la noblesse seconde puis aux catégories supérieures, sont des survivances transformées de la féodalité. Contrairement aux liens féodaux, elles naissent de rapports volontaires sans cadre normatif rigide. Les historiens débattent de la nature de ces liens. Certains y voient des attachements exclusifs fondés sur l'amitié et pouvant aller jusqu'au sacrifice, d'autres soulignent la recherche d'avantages matériels et la fragilité de ces loyautés. La réalité combine probablement motivation affective et intérêt concret. Si certaines clientèles princières, comme celle de Condé, présentent des liens extrêmement solides qui résisteront aux turbulences de la Fronde, l'évolution générale sur le siècle se fait vers un clientélisme plus souple, s'éloignant du système post-féodal de fidélité caractéristique de la société hiérarchisée baroque. La Fronde constitue ainsi un moment charnière pour comprendre le futur règne personnel de Louis XIV et la transformation des structures de pouvoir dans la France moderne. La monarchie française du XVIIe siècle présente un visage paradoxal. Un pouvoir central, théoriquement absolu, mais qui doit composer avec de puissants réseaux d'influence. Ne disposant pas d'une administration moderne, la royauté s'appuie donc sur les grands pour gouverner son royaume. Ces personnages prestigieux, dotés d'immenses richesses et d'un rayonnement local considérable, deviennent les intermédiaires indispensables du pouvoir royal.
Ces grands, gouverneurs de province ou titulaires de hautes charges, redistribuent à leur tour honneurs, pensions et postes à leurs fidèles, créant ainsi de vastes réseaux de clientèle qui irriguent toute la société. Une cascade d'obligations réciproques se met en place, reliant patrons et clients dans une chaîne continue d'allégeances et de services mutuels. Ce système permet à une famille noble solidement implantée de mobiliser du haut en bas de l'échelle sociale des milliers de partisans. Lorsqu'un prince ou un duc bat le banc de ses féaux, c'est toute une région qui peut se mettre en mouvement, formant de véritables armées privées. Cette situation présente un danger évident pour la monarchie. La fidélité des clients pour leur patron l'emporte souvent sur celle due au roi. Se profile alors la menace d'une nouvelle féodalité, différente de la précédente mais tout aussi périlleuse pour l'autorité centrale. La stabilité du royaume dépend ainsi largement de l'humeur changeante des grands. En parallèle se développe le monde des offices, ces charges administratives vendues par le souverain à des particuliers. Ces fonctions de service public rétribuées forment un réseau qui couvre progressivement tout le pays. Parlement, cour des aides, chambre des comptes, bureau des finances. Les officiers se répartissent selon une hiérarchie stricte, du prestigieux président de Parlement jusqu'au modeste sergent ou notaire. Un tournant décisif s'opère sous Henri IV, en 1604 avec l'instauration de la pollette, cette taxe annuelle à payer pour pouvoir transmettre son office héréditairement. Les charges deviennent pleinement patrimoniales et héréditaires, favorisant l'émergence d'une nouvelle élite administrative issue du tiers-État. Ces familles de robes, ces juristes et financiers, réalisent en quelques générations une ascension sociale fulgurante. La noblesse d'épée, faute d'argent, se trouve largement écartée de l'administration du royaume au profit de cette nouvelle élite, souvent mieux éduquée et aux revenus diversifiés. Les gentilshommes vivant des revenus de leurs terres souffrent de cette montée en puissance des notabilités urbaines et ne cessent d'exiger l'abolition de la pollette et le rachat des offices par l'État. Le monde de l'office tend à se structurer en castes indociles, cherchant à s'agréger à la noblesse et à acquérir privilèges et honneurs. Face à ces forces centrifuges, le pouvoir central réagit, non en créant une infrastructure administrative moderne, mais en constituant ses propres réseaux de fidélité. C'est la stratégie mise en œuvre par les cardinaux ministres Richelieu puis Mazarin. Ils placent familles, amis et protégés aux postes stratégiques de l'État, créant un cercle de créatures dévouées. Ils cherchent également à infiltrer leurs hommes dans les institutions régionales, les parlements, les municipalités, l'armée, neutralisant ainsi les velléités d'opposition. En devenant les principaux distributeurs des grâces royales, ces ministres court-circuitent les grands féodaux, qui avaient jusque-là exercé le monopole du courtage du patronage royal. L'attribution des grades, des lettres de noblesse, des bénéfices ecclésiastiques dépend désormais d'eux et de leurs serviteurs. Paris devient le centre des grâces, préludant au système versaillais, et les élites provinciales comprennent vite qu'il est plus avantageux de rechercher l'amitié du principal ministre que celle des autres patrons. Cette stratégie s'accompagne d'un enrichissement personnel colossal des cardinaux ministres. Richelieu accumule une fortune stupéfiante de 22,4 millions de livres d'actifs, tandis que Mazarin va encore plus loin avec 38 millions, soit le tiers du budget annuel de l'État. Ces fortunes ne servent pas uniquement leurs ambitions personnelles, mais aussi celles du royaume. Ils utilisent leur surface financière pour conforter le crédit de l'État, consentent des avances, paient parfois de leur poche des dépenses budgétaires. Cette confusion entre patrimoine privé et public, entre services de l'État et profits individuels, correspond à un stade de développement embryonnaire de la bureaucratie que Max Weber a qualifié de régime patrimonial. Les cardinaux ministres apparaissent ainsi comme les plus grands prédateurs de l'État, tout en étant paradoxalement ses plus fidèles serviteurs. Ce système brouille les frontières traditionnelles de l'analyse politique. S'agit-il d'un absolutisme ministériel ou bien royal ? La monarchie française
reste juridiquement une potestas absoluta, une souveraineté législative sans partage. Ce qui change dans le courant du XVIIe siècle, c'est la pratique gouvernementale, sa tendance à centraliser, à niveler et à éroder tous les pouvoirs locaux ou sociaux. L'absolutisme se manifeste moins dans les traités théoriques que dans l'action quotidienne, lente et obscure de l'État, qui sous les Bourbons poursuit avec détermination son projet d'unification du royaume. L'absolutisme français connaît une accélération notable en temps de guerre. L'entrée dans le conflit contre la Maison d'Autriche en 1635 engendre des conséquences majeures, dont la Fronde. Pour mener cette guerre, les besoins financiers sont immenses. Le budget de l'État passe de 40 millions de livres dans les années 1620 à un record de 208 millions en 1635, avant de se stabiliser entre 90 et 140 sous Mazarin. Le système fiscal de l'Ancien Régime présente tous les défauts possibles. Complexité, injustice, improductivité et archaïsme. La taille, impôt direct d'origine féodale, épargne paradoxalement ceux qui ont les moyens de la payer. Nobles, clergés, magistrats et bourgeois de certaines grandes villes en sont exemptés. Elle pèse essentiellement sur les ruraux. Les aides indirectes, aides sur les boissons, octrois, gabelles sur le sel, sont affermées à des traitants qui avancent une somme au roi et se chargent du recouvrement en prélevant une commission. Pour boucler son budget, l'État recourt aux avances des traitants et partisans à des taux usuraires. Ces financiers ne sont pas des parvenus sortis de la lie du peuple, comme le veut le cliché, mais des hommes issus de la robe, ou parfois de l'aristocratie. Ils forment un milieu homogène uni par des liens familiaux. Derrière eux se cachent les véritables protagonistes du jeu financier, la haute aristocratie, les princes, les grands dignitaires ecclésiastiques et même la famille royale. Richelieu et Mazarin eux-mêmes investissent massivement dans ce système. Ainsi, le crédit de l'État dépend de ses riches particuliers. Mais le pouvoir royal maintient sa prééminence grâce à sa légitimité et son prestige, qui le place au-dessus des groupes qui le soutiennent. Le risque mortel pour la monarchie serait une coalition des corps sociaux, d'où cette règle essentielle de l'Ancien Régime, diviser pour régner. Ce sera l'une des grandes leçons que Louis XIV tirera de la Fronde. Pour accélérer la rentrée des impôts, le pouvoir a recours aux intendants, commissaires révocables qui supplantent progressivement les officiers inamovibles. À partir de 1642-1643, ces intendants contrôlent effectivement le recouvrement de l'impôt direct. Avec leur brigade d'huissiers et de fuseliers, ils se chargent du recouvrement de l'impôt. La violence deviendra la forme habituelle de l'impôt. Ils instaurent un véritable terrorisme fiscal. Dans une société rurale encore habituée à considérer la taille comme une mesure exceptionnelle, consentie seulement pour les temps de guerre, ce sera un choc violent. Ces bouleversements fiscaux détruisent l'équilibre fragile des communautés locales et provoquent de grandes révoltes populaires. Après l'entrée en guerre en 1635, une vague de fureur paysanne secoue les provinces. Révolte des Croquants en Guyenne et Périgord, nu-pieds en Normandie, jacqueries dans le Maine et l'Anjou. Certaines sont apaisées par des concessions, d'autres noyées dans le sang. Tout se passe comme si les communautés locales, se sentant menacées par le centralisme étatique, représenté par l'appareil de coercition du fisc, soudaient leurs forces, faisaient corps pour mieux défendre leurs intérêts vitaux menacés. Ces mouvements ne sont pas des préfigurations de la Révolution française, mais plutôt des réactions passéistes. Les émeutiers ne s'en prennent pas au roi, le père du peuple, dont la tutelle était douce et paternelle, mais à ses agents, à ses ministres, à ses mauvais conseillers qui trahissaient ou n'informaient pas ce bon justicier. Le roi, disait-on, ne sait pas. Ainsi, se propageait dans les assemblées de villages, les communautés paysannes, l'utopie du roi sans ministre, du royaume sans impôts. La Fronde s'inscrit dans ce cycle de révolte, mais s'en distingue. C'est une révolte des couches moyennes urbaines contre la pression fiscale, un refus de la bourgeoisie de financer la guerre, auquel se joignent des princes et des gentilshommes. Le Parlement de Paris devient l'organe des contestations. Il comprenait la Grand Chambre, les 5 chambres des enquêtes,
les deux requêtes et les gens du roi, qu'on appellerait aujourd'hui le parquet. Cette puissante institution judiciaire, qui compte 220 membres, tire sa force du droit d'enregistrer les actes royaux. En cas de désaccord, les magistrats peuvent présenter des remontrances, que le roi peut écarter selon la procédure du lit de justice. Les parlementaires sont divisés. Certains restent loyaux à la couronne, tout en défendant leurs privilèges, d'autres s'inquiètent des mesures prises par la monarchie et parlent de réformer l'État. Le contrôleur général, Patricelli d'Emery, sur lequel s'appuie Mazarin, entreprend à partir de 1644 de faire payer la bourgeoisie parisienne et les détenteurs d'office par diverses taxes suscitant l'opposition du Parlement. Le petit peuple de Paris joue également un rôle important dans la Fronde. Cette populace n'obéit à aucune idéologie cohérente, n'a aucune suite dans les idées. Un jour, elle applaudit les robes rouges du Parlement défilant dans la rue, un autre, elle les couvre d'injures. Elle allume des feux de joie à l'arrestation de Condé, mais les rallume à sa libération. Cette foule, versatile, hésitante, ballottée entre les démagogues, se laisse facilement entraîner par des meneurs, servant souvent de chair à canon à des coteries qui se désintéressent de son sort. Ce qui rappelle d'une certaine manière 1789. Les acteurs sociaux de la Fronde sont mobilisés par des clans, ou partis, dirigés par quelques grandes familles. Gaston d'Orléans, qu'on appelle Monsieur, l'oncle du roi, la famille de Condé, avec le jeune Louis II de Bourbon, son frère Armand de Conti et leur sœur la duchesse de Longueville, les Vendôme, avec César, duc de Vendôme, et ses fils Louis de Mercœur et François de Beaufort, le roi des Halles. Un personnage joue un rôle particulier. Paul de Gondi, futur cardinal de Retz. Coadjuteur de l'archevêque de Paris, ce petit homme laid mais doué d'une vive intelligence et d'un grand pouvoir de séduction réussit à fédérer une clientèle disparate. Curés parisiens, petit peuple et quelques clans nobiliaires. Il est aussi l'homme du parti dévot, opposé à l'édit de Nantes et à la politique étrangère de Richelieu contre l'Espagne. La situation extérieure exacerbe les tensions. La guerre qui s'éternise, les négociations qui traînent en Westphalie depuis 1644 nourrissent un immense désir de paix. La signature d'un traité entre l'Espagne et les Provinces-Unies en janvier 1648 suscite de grands espoirs. Et on accuse Mazarin de poursuivre la guerre pour s'enrichir. Les frondeurs veulent renverser les priorités. Là où Richelieu disait « la France d'abord », ils répondent « les Français d'abord ». La Fronde apparaît ainsi comme une réaction d'une partie de l'aristocratie et du monde de la robe contre la centralisation croissante du royaume. Ce n'est pas une anticipation de la Révolution française, mais au contraire une tentative de figer les statuts sociaux, une contre-révolution portée par une utopie rétrograde. Elle naît de conflits internes aux élites dirigeantes, ambition politique du Parlement, révolte des officiers contre les commissaires royaux, conspiration des grands contre le clientélisme ministériel. Contrairement à l'Angleterre de Cromwell, il n'existe à cette époque en France aucune idéologie révolutionnaire. Dans un système où tout se tient, personne n'est prêt à aller jusqu'à la rupture complète. Néanmoins, par son ampleur et son caractère de guerre civile, la Fronde ne peut être réduite à une simple sédition. C'est une crise générale du régime et de la société, aux conséquences durables, un moment crucial de l'évolution de la France. En janvier 1648, un processus qui mènera à la Fronde s'enclenche à Paris. Ce sont d'abord des marchands et bourgeois qui protestent contre la saisie de leurs loyers, manifestant au palais de justice et poursuivant même la reine de leurs cris jusqu'à Notre-Dame. Face à cette agitation, le gouvernement commet l'erreur de s'attaquer aux compagnies d'officiers en créant de nouvelles charges et en menaçant de ne pas renouveler la paulette, droit qui permet donc aux titulaires d'office de transmettre leurs charges à leurs héritiers. Le Parlement refuse alors d'enregistrer les édits litigieux. Et malgré un lit de justice où Louis XIV leur donne force de loi, les parlementaires déclarent l'enregistrement sans valeur.
La tension s'intensifie quand Mazarin tente de diviser la magistrature en rétablissant la Paulette pour certaines cours seulement. Les parlementaires ripostent par l'arrêt d'union et invitent leurs collègues à rejoindre la Chambre Saint-Louis pour délibérer sur la réformation de l'État. La reine s'indigne, voyant là une espèce de république dans la monarchie. Une tentative d'intimidation au Palais Royal échoue. Soutenus par les Parisiens, les magistrats maintiennent leur position. Entre juin et juillet, ils rédigent 27 articles qui limitent considérablement le pouvoir royal. Suppression des intendants, diminution des tailles, droit des cours souveraines de consentir à l'impôt, habeas corpus, suppression du pouvoir de cassation du Conseil du roi. Ce contre-pouvoir judiciaire, formé non de représentants de la nation mais d'une oligarchie de fonctionnaires propriétaires de leurs charges, conteste la souveraineté royale. Finalement, Mazarin cède temporairement, transformant la plupart de ses dispositions en ordonnances par un lit de justice le 31 juillet 1648. Pendant ce temps, les grands seigneurs en profitent pour réclamer charges et privilèges. La victoire de Condé contre les Espagnols à Lens, qui mettra fin à la guerre de 30 ans le 21 août, semble donner au pouvoir l'occasion de reprendre la main. La reine et Mazarin font arrêter le président Blancmesnil et le conseiller Broussel lors d'un Te Deum à Notre-Dame. Cette arrestation déclenche immédiatement une révolte. Les boutiques ferment, les chaînes des rues sont tendues. Le 27 août, Paris se réveille hérissé de barricades. Les milices bourgeoises pactisent avec le peuple en armes, prêts à se battre contre les soldats venus de nuit protéger les abords du palais royal. Face à cette journée des barricades, la reine finit par libérer les magistrats. Mais elle organise ensuite la riposte en quittant Paris et en faisant converger des mercenaires allemands de l'armée de Condé vers la capitale. Condé, chargé de la médiation, l'incite à transiger, pour ne pas mettre en danger les négociations de paix en cours qui vont mettre fin à la guerre de 30 ans. Le 22 octobre, Anne d'Autriche signe la mort dans l'âme la déclaration donnant force de loi aux articles de la Chambre Saint-Louis. La monarchie semble très affaiblie, placée sous la tutelle de ses propres officiers. Heureusement, 2 jours plus tard, les traités de Westphalie sont signés. La guerre de 30 ans est terminée. C'était le prix à payer pour assurer la sécurité extérieure du pays. L'accord de Saint-Germain passé avec le Parlement s'effrite rapidement. D'un côté, les parlementaires protestent contre le retour des mercenaires allemands. De l'autre, la reine Anne d'Autriche envisage de fuir à nouveau pour assiéger Paris. Condé, quant à lui, s'impatiente et aimerait imposer le silence au bonnet carré du Parlement. Dans ce climat tendu, l'archevêque coadjuteur Gondi multiplie les conciliabules pour rallier les mécontents. Il propose même à Condé de prendre la tête de la fronde. Le prince ricana. Il répondit qu'il ne voulait pas ébranler l'État et devenir le général d'une armée de fous. Faute d'obtenir le soutien de Condé, c'est son frère cadet, Armand de Conti, qui devient le visage de la révolte, influencé par sa sœur, la duchesse de Longueville. Anne d'Autriche, elle, compte sur la loyauté de Condé, mais ce dernier ne peut pas détourner trop de troupes de son armée des Flandres, car si la guerre de 30 ans est terminée, le conflit se poursuit néanmoins avec l'Espagne. Dans la nuit du 5 au 6 janvier 1649, la reine organise sa fuite vers Saint-Germain avec le jeune Louis XIV et sa suite. Au réveil, Paris s'agite, le peuple prend les armes et la reine déterminée ordonne le blocus de la capitale. Le Parlement bascule alors dans la rébellion et bannit Mazarin, le qualifiant d'ennemi du roi et de l'État. C'était toujours au nom du roi que chaque camp se battait. Ceux qui ne l'avaient pas auprès de lui affectaient de n'agir que pour le délivrer. Conti, proclamé généralissime de la Fronde, prend la tête de troupes hétéroclites, tandis que Condé, avec ses 12 000 hommes, fait régner la terreur autour de Paris au nom du roi. L'hiver est terrible pour les assiégés qui souffrent de la famine. Face à cette situation, Mazarin convainc la reine de négocier, craignant un sort semblable à celui de Charles Ier d'Angleterre, récemment décapité. L'alliance des frondeurs se fragilise quand le duc de Bouillon et l'archevêque Gondi
envisage de s'allier aux Espagnols contre qui le royaume se bat depuis plus de 10 ans. Parallèlement, Turenne, le plus brillant homme de guerre de son temps avec Condé, rejoint la Fronde avec son armée. Mais ses troupes l'abandonnent, achetées par un banquier de Mazarin. Gondi comprend alors qu'il vaut mieux négocier avec la reine, quitte à reprendre plus tard la lutte contre Mazarin. Le 11 mars, un accord de paix est signé à Rueil. La reine accorde une amnistie générale en échange de l'annulation de l'arrêt contre Mazarin. Le 1er avril 1649, la paix est enregistrée par le Parlement. Anne d'Autriche n'obtient qu'une victoire relative. Les insurgés échappent au châtiment et les arrêts de la Chambre de Saint-Louis conservent force de loi. Mazarin est lui toujours rendu responsable des malheurs du royaume. En réalité, c'est Condé le véritable vainqueur. Il apparaît comme le sauveur de la monarchie. Louis XIV rentre finalement à Paris le 18 août dans la liesse populaire. Les opposants d'hier font leur soumission, et les célébrations, comme le bal pour les 11 ans du roi et sa première communion, marquent un retour apparent à l'ordre. Retour à l'ordre qui sera bientôt troublé par une nouvelle révolte, plus violente celle-là, la Fronde des Princes. Merci à tous les tipeurs qui soutiennent mon travail et qui participent au développement de la chaîne, et à bientôt pour le prochain épisode.